Vous écoutez Négatif, entretien avec Jacques Kebadian, réalisateur de Trotsky. Bonjour Jacques Kebadian. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour parler du film Trotsky, un film inédit, désormais disponible en vidéo à la demande chez nos amis des Mutins de Pangée sur leur site cinemutin.com. Trotsky donc, un film que vous réalisez en 1967, il y a 54 ans, sur la figure du révolutionnaire russe, un récit de la vie de cet homme et un essai sur les possibilités de la révolution à travers les époques. Mais avant de parler de ce film, Jacques Kebadian, question rituelle, comment vous définissez-vous en tant que créateur ? C'est la question piège qui commence dès la première question. En tant que créateur, moi je suis un documentariste, mais je ne fais pas de distinction entre fiction et documentaire, parce que pour moi la vie c'est aussi une histoire aussi belle que dans les films de fiction. Notamment la vie de Trotsky, là c'est un peu particulier effectivement, puisque c'est à la fois l'histoire d'un homme, dans l'histoire de la Révolution, et même la Révolution mondiale, puisque ça démarre en Russie en 1905 et ça va jusqu'à l'assassinat de Trotsky en 1940 et la victoire des armées fascistes qui écrasent l'Espagne, et qui laissent Franco triompher sous l'œil de Staline, qui n'a rien fait pour aider la révolution espagnole. Donc c'est votre regard de cinéaste que vous posez sur la révolution ? Non, si on revient sur pourquoi j'ai fait ce film, disons qu'avant d'être trotskiste, j'étais communiste, un peu par ma famille, quoi. Mon père était sympathisant communiste, donc j'ai traversé l'histoire de la Révolution française avec des références aussi à Saint-Just et aussi à Lénine. Et puis en 1952, à la mort de Staline, je sais j'avais 12 ans, mais on était très émus, j'avais l'impression que le monde allait s'écrouler. Voilà. Mais heureusement, j'ai progressé dans mon idéologie, si vous voulez, un peu à travers la guerre d'Algérie, où je ne comprenais pas pourquoi le Parti communiste français avait voté les pouvoirs spéciaux, et pourquoi dans les manifestations, au lieu de demander l'indépendance de l'Algérie, les seuls slogans étaient « paix en Algérie ». C'est à ce moment-là que moi, étant jeunesse communiste, je me suis posé des questions et que j'ai rencontré à ce moment-là des gens qui aidaient les réseaux, qui aidaient le FLN. Et donc, c'est à travers ça que j'ai pu rencontrer le mouvement trotskiste de la 4e internationale, qui est aussi... c'est compliqué les internationales trotskistes parce qu'il y en a 3. Mais disons que la 4e, celle dans laquelle je militais, ça a donné ensuite la Ligue communiste, le NPA. Voilà, bon. Mais à l'époque, donc en 67, j'ai eu carte blanche pour faire un film avec André Glucksmann. C'était Pierre-André Boutan qui était à l'ORTF à ce moment-là. Et quand je lui ai dit, j'aimerais bien faire un film sur Trotsky, je travaille avec André Glucksmann qui va m'aider à écrire le commentaire. Moi j'avais pendant un an bien travaillé sur les textes, tout ça. Vous êtes parti vraiment des textes, des textes écrits de la vie de Trotsky, mais aussi des textes de ses discours révolutionnaires, des archives, des discours entre Lénine entre Trotsky et Staline surtout. Et pour préparer le film, j'ai eu la chance d'avoir carte blanche c'est-à-dire on m'a même donné les studios de Joinville. Donc tout d'un coup, je me retrouvais avec un studio qui faisait, je ne sais pas, presque 50 mètres de long sur 40 mètres de large, ou 30 mètres de large, et il fallait trouver une idée de mise en scène pour mettre en scène ces discours. Et c'est là que j'ai rencontré un décorateur qui lui-même était un ancien bolchevique, puisqu'il avait, c'est Georges Vakevitch, je crois son nom,
Il m'avait montré, quand je l'avais rencontré chez lui à Paris, il m'avait montré des photos de tous les gens du parti. Et il me disait, voilà, le costume de Trotsky qu'on voit dans le film, qui est cette veste en cuir noir. Et il dit, c'était lui qui l'avait dessiné à l'époque. C'était il faisait partie disons, du noyau révolutionnaire. Et puis bon, peut-être qu'il était, en tant que trotskiste, il a dû peut-être quitter la Russie ou je sais pas. Bref, en tout cas, c'est lui qui m'a dit, bon, Trotsky, moi je le vois romantique, tout ça. Donc c'est d'où ce grand ciel d'orage qu'on voit à la fin. Je ne savais pas comment l'utiliser, donc j'ai eu l'idée de faire ce discours de Joffé, cette lettre de Joffé à la fin que Johann Neokinghem lit. Et ça, le film se termine là-dessus, sur ce ciel d'orage. Et en même temps, ce décor, j'avais demandé, pour mettre en scène les discours, j'avais demandé une grande photo de Trotsky et une grande photo de Staline, pour vraiment montrer les deux camps, l'enjeu qu'il y avait à l'époque entre la révolution permanente et la révolution dans un seul pays. Alors bien sûr, j'avais une culture cinématographique depuis l'enfance sur le cinéma soviétique assez forte, du cuirassé Potemkin ou Marem Kronstadt. Et donc, je connaissais Octobre, je connaissais Ivan le Terrible. On avait eu la chance de le découvrir, parce qu'il avait été censuré par Staline, Ivan le Terrible. Parce que dans la deuxième partie d'Ivan le Terrible, c'était le Staline tyrannique, quoi, qui coupait la tête aux boyards, qui n'hésitait pas. D'ailleurs, j'ai monté toute la séquence du procès de Moscou, alternée avec cette séquence en couleur d'Ivan le Terrible. Donc voilà, j'avais comme matériel, j'avais les discours, j'avais les archives filmées, et j'avais, ce qui était intéressant, parce que des fois les films d'Eisenstein étaient vraiment en rapport avec ces archives. Il y a 2-3 scènes dans le film où on le sent très bien, quand c'est pendant la guerre de 14, le moment où les armées soviétiques et allemandes pactisent. Et donc là, on le sent très bien que c'est inspiré de la réalité. Nous demandons aux ouvriers et ouvrières de tous les pays de s'unir sous l'étendard du communisme, qui est déjà le drapeau des premières grandes victoires des prolétaires de tous les pays, dans la lutte contre la barbarie impérialiste, contre la monarchie et les classes privilégiées, contre l'État bourgeois et la propriété bourgeoise, contre tous les aspects, contre toutes les formes de l'oppression des classes ou des nations. Unissez-vous sous le drapeau des conseils ouvriers, de la lutte révolutionnaire pour le pouvoir et la dictature du prolétariat, sous le drapeau de la Troisième Internationale. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! Si vous deviez présenter Trotsky à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire? Trotsky n'a pas forcément, aujourd'hui, comme tout ce qui est la révolution russe, est mis sur un pied d'égalité avec le nazisme. Enfin, c'est vraiment dur, c'est-à-dire c'est vraiment dur de faire exister encore cette idée de la révolution, cette idée que ça a mis quand même à bas le tsarisme, ça a libéré la paysannerie, ça a créé une classe ouvrière autonome. Bon, malheureusement, il y a eu aussi la GPU, il y a eu tout ça, le NKVD, et bon... Et Trotsky, certains lui reprochent aussi d'avoir réprimé un mouvement anarchiste pendant la Révolution russe. Mais bon, il faut voir cette période-là, qui est la période de la 14-18, où toute l'Europe, toutes les armées d'Europe étaient contre la Russie bolchevique. C'est-à-dire que pour eux, c'était l'ennemi à anéantir, quoi. C'était, voilà. Donc, alors, pour Trotsky, l'idée de sauver la révolution, d'en faire une vraie, c'était l'idée de la révolution permanente. C'est-à-dire que cette révolution, un peu comme Che Guevara, de 3 Vietnam, c'était de dire, voilà, cette révolution peut être sauvée si elle se répand dans le monde entier. Et bon, c'est là malheureusement que dans cette succession à Lénine et aux thèses, à ces thèses-là, révolution permanente ou révolution dans un seul pays,
disons que c'est Staline qui l'a emporté. Puis après, avec sa police secrète et tout, il y a eu les procès de Moscou, il y a eu tout ce qui fait que tout idéal de la révolution a succombé, quoi. Bon, nous, on a vécu quand même longtemps avec l'idée de soutenir quand même l'URSS par rapport à l'impérialisme américain, etc. Bon, c'était quand même... il y avait quand même deux camps et pendant un certain temps, après, bon, il n'y avait plus tellement de raisons de soutenir l'URSS. D'ailleurs, on voit ce qu'elle est devenue. Et puis, bon, la Chine, c'était pas un modèle non plus, même si Mao Tse-tung... pareil, a réussi à libérer son pays de la domination japonaise et du fascisme japonais. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui, donc je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. C'est intéressant de pas nier la révolution russe, comme c'est intéressant de ne pas nier la révolution de 1789. Parce que là aussi c'est pareil, pour la France, on dit tout ça, la révolution française, Robespierre, Saint-Just, c'est la guillotine. On retient que ça, alors que quand même, ça a été aussi un mouvement de libération formidable par rapport à l'aristocratie et les privilèges qu'elle détenait dans le pays, quoi. C'est-à-dire que c'était quand même plus un pays féodal, mais presque. Et dans le film, vous montrez quelle est la place de la figure de Trotsky dans l'histoire de la Révolution, après la mort de Lénine, et au moment de la prise de pouvoir de Staline, donc au moment où la révolution oui. change de trajectoire. Oui, je mettais dans le commentaire, la révolution rentre dans son lit, et ça on le voit quand il y a ces grandes processions qui viennent s'agenouiller devant Ivan le Terrible, c'est Staline qui prend le pouvoir à ce moment-là. C'est-à-dire que... On le voit derrière vous. Ah oui, ça c'est la mort de Lénine, effectivement. Bon, donc dans les archives, oui, il y a beaucoup de choses que les gens connaissent aujourd'hui maintenant par cœur, mais qu'à l'époque, disons que je découvrais. Et puis quand j'ai fait ce film, pour moi c'était une façon de... Comme c'était l'ORTF quand même qui me l'avait commandé, hein, ils m'ont donné tous les moyens pour le faire comme je voulais, sans censure, rien du tout. Et en même temps, bon, il a été déprogrammé. C'est-à-dire il devait passer en décembre 67. Ils ont dit oh, pour Noël c'est peut-être un peu dur, mais parce que bon, moi dans le film, j'hésitais pas à dire prolétaire apprend à se servir d'un fusil, par exemple. Il y avait c'était un peu des cinétracts, hein, les films Octobre c'était des cinétracts, il y avait des textes et puis il y avait des images, et donc je me disais voilà, ça va être... Et puis c'est pas un hasard si 68 est arrivé quand même, on était dans cette période où on avait envie d'une révolution, en tout cas... Et votre film a été tourné avant 68. Ça a été tourné en 67, oui. Ça a été tourné en septembre, c'était juste après Mouchette, le film Mouchette, d'ailleurs le film... De Robert Bresson dans lequel vous... oui, où j'étais assistant de Robert Bresson. Donc on a terminé le film, mais j'avais préparé Trotsky avant, mais j'ai quand même tourné le film comme assistant avec Bresson en 67, c'était l'été 67. Et en automne 67, on a tourné Trotsky à Choisy-le-Roi, dans cette propriété qu'avait Ipoustegui, un ami sculpteur avec qui j'ai fait de nombreux films ensuite aussi. Mais bon, là, j'ai utilisé le décor de son jardin pour suggérer que c'était Mexico, quoi. Voilà, bon. Vous avez effectué de nombreuses recherches dans les archives de la Révolution de l'Union soviétique. Comment se sont déroulées ces recherches ? Ces recherches, j'ai pas eu tellement d'archives venant de l'Union soviétique. Parce qu'en 67, c'était encore communiste, hein, c'était encore... mais j'ai eu des archives qui venaient de Copenhague, notamment le discours de Trotsky dans sa petite chambre où il s'adresse, où il donne le programme de la 4e internationale. Et bon, c'est un discours... On le voit derrière, est-ce que c'est ce discours ? Non, ça c'est un autre discours qu'il a fait au Danemark, à Copenhague, et où il était déjà en exil. Donc, voilà.
in einem der zurückgebliebensten Ländern Europas zuerst zur Macht gekommen ist, scheint auf den ersten Blick ganz rätselhaft, ist aber nichtsdestoweniger vollständig gesetzmäßig. Diese Erklärung hat Lenin in einer prägnanten Formel gegeben. Die Kette ist an ihrem schwächsten Gliede zerrissen. So wie ein Bär, wenn er sich auf die Hinterpfoten stellt, wenn es unzufrieden ist, wenn es wütend ist, das Bauerntum ist schrecklich, aber es ist hilflos. Das aus dem Mittelalter sich emporhebende Bauerntum kann seine eigene Wut nicht politisch verallgemeinern. Es sucht den Führer, es heißt einen Leiter. Und diesen Führer hat das russische Bauerntum zum ersten Mal in der Weltgeschichte im Proletariat gefunden. Und das erklärt Ihnen das Rätsel der Oktoberrevolution. Il y a une partie de prise de vue réelle et il y a une partie assez importante d'archives que vous réutilisez, que vous montez. Oui, bah, il y a eu les affiches de la Révolution russe, il y a eu les archives d'actualité, il y a eu les films d'Eisenstein. Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est un extrait d'octobre avec le déboulonnement de la statue du Star, que j'ai repris d'ailleurs au moment où il y a la Révolution en Espagne, où pareil, on fait tomber un monarque. Bah là, c'est la guerre de 14. Bon, donc il y a ce mélange d'archives et de films. Bon, comme dit François Prenant, que vous pourrez interroger demain, qui a écrit un très beau texte sur ce film. C'est ce mélange qui fait aussi la richesse. J'ai remonté moi de Eisenstein. Hein. J'ai pas utilisé qu'un extrait. J'ai remonté ces images à l'intérieur des archives, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi les livres, les discours, bien sûr. On a mis en scène, grâce à ce décor-là, où il y a cette fameuse veste en cuir. Justement, je me suis un peu inspiré de la veste en cuir que Trotsky mettait quand il était chef de l'armée rouge. Donc, on le voit, cette veste en cuir, ça devient le symbole. Chacun peut devenir être Trotsky, c'est-à-dire il suffit d'être partie prenante de la révolution, quoi. Donc à chaque fois qu'il y avait un discours de Trotsky qui était dit par l'un ou par l'autre, il prenait la veste et il y allait. De la même façon, pour les procès de Moscou, ils se passent la veste et ils viennent s'accuser, quoi, s'auto-accuser. D'ailleurs, c'est une sacrée énigme, ça. Dans le zéro et l'infini, on comprend un petit peu comment on peut en arriver à... ou l'aveu, hein, c'est l'aveu qu'a fait... On peut en arriver à reconnaître des torts qu'on n'a pas, quoi. Pour sauver peut-être la révolution ou sauver sa famille, je ne sais pas trop comment, pour chacun, comment se présenter la chose, quoi. Dans le film, vous avez également réuni un casting assez prestigieux pour l'époque. Oui, alors il y a à la fois dans les discours, c'est à la fois des militants de la JCR, à l'époque c'était la Jeunesse communiste révolutionnaire. Donc il y a beaucoup de ces militants qui prennent la parole, surtout dans les tribunes, là. Puis il y a aussi des acteurs que j'avais bien connus à l'époque, qui étaient les acteurs qui jouaient avec Marcel Maréchal, Marcel Bozonnet, Marcel Maréchal. Patrice Chéreau, je l'avais rencontré aussi dans ses premières mises en scène à Paris, des soldats, donc on se connaissait bien parce que j'avais suivi tout son théâtre du début. Et bon, c'est lui, comme Malraux, un peu avec sa mèche, là, on le voit au début faire ses premiers discours de Trotsky en 1905. C'était un discours qui date de 1905. Et puis il y a François Lafarge,
qui était l'acteur de Hasard Balthazar, le mauvais garçon qui était dans Hasard Balthazar, qui était un ami à moi que j'avais présenté à Robert Bresson. Et donc je l'ai repris pour un petit peu ouvrir le film avec ce regard là, un peu comme dans Mouchette, le braconnier qui dressait ses pièges. Il y avait un peu cette référence. Bon. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait aussi Françoise Renberg. Il y avait eu aussi, bon, dans ce film, il faut en parler quand même, il y avait eu La Chinoise, hein, en 63-64, je ne sais plus la date exacte. De Godard? Bah, la Chinoise? De Godard? Oui. Oui. C'était à l'été 67. Combien? 64? 67. 67? Oui. Ah non, donc c'est la même année alors? Il avait été projeté en avant-première au Festival d'Avignon. En 67? En juillet 67. C'est bizarre, alors donc je l'ai vu vraiment, c'était tout près alors. Moi je pensais que c'était plusieurs années avant, parce qu'il y a aussi cette référence à lire des textes, etc. Il y a un côté Godard dans la façon d'amener les textes de la Révolution, de les citer, etc. Parce que c'est aussi ce qui est beau dans le film, c'est-à-dire que les discours de Trotsky, les paroles révolutionnaires, elles sont pas seulement dans les archives de Trotsky, où ce sont pas juste des textes, ce sont des textes qui sont aussi lus par 50 ans après, oui, par des jeunes personnes de l'époque. Oui, c'est ça, c'est les mêmes qui étaient après dans la rue en mai 68. Hein. Sauf que j'ai pas eu les leaders comme Krivine ou Henri Weber, mais parce que comme c'était les chefs de la JCR, ils voulaient pas trop faire du cinéma. Mais bon, en même temps, il y a des militants, effectivement, qui ont été au 22 mars à Nanterre, etc. Xavier Langlade, qu'on voit faire un discours. Et puis il y avait aussi, comme célébrité, quand même, il y avait Pierre-William Glenn, qui est un grand chef opérateur, celui qui quand il se bat contre Walter Ball, quand ils se battent comme des blousons noirs, là, en s'insultant. Voilà, donc il y avait effectivement une bande d'amis et de militants, mais qui étaient aussi mes amis, puisque je militais avec eux en même temps. C'était en 67, j'hésitais entre Garde Rouge et 2-3 Vietnam de Guevara. Mais bon, j'ai préféré, je suis resté trotskiste. Et justement, le film parle du fait que la révolution se fasse en 2 temps, d'abord la parole et ensuite l'action, c'est-à-dire d'abord le fait de comprendre et ensuite le fait de décider. Est-ce que vous avez essayé aussi d'articuler ce mantra révolutionnaire dans le film? Joindre la parole et l'action? C'est un petit peu dit dans le commentaire, et c'est illustré par Octobre, à la fois Octobre et des archives filmées, de comment les discours, la parole, c'est le droit à la parole, hein, c'est pas un hasard, c'est en 68. On a tourné aussi, on était un collectif qui a tourné beaucoup de films à Berlin et après en mai 68 à Paris. Et donc un des films que j'ai monté avec Michel Andrieux, qui était dans le collectif ARC, c'est le droit à la parole. Donc c'est très inspiré quand même de cette révolution où la parole est importante. Puis nous aussi, en mai 68, on avait ces caméras Coutan, on a pu aller recueillir cette parole grâce à cette mobilité qu'on avait, où on avait images et sons, alors que les actualités, c'était 35 mm et le commentaire plaqué par-dessus, donc il n'y avait jamais de parole aux ouvriers. Là, c'était la nouveauté pour nous, c'était enfin un peu comme les Gilets jaunes il y a 2-3 ans, hein. C'est tout d'un coup cette parole qui s'est libérée et qui a été recueillie par nous en 68. Pour le soutien des ouvriers, des étudiants. Vendredi 18, on avait invité des étudiants à manger à la cantine avec nous le vendredi midi. Et ils sont rentrés à la cantine, ils ont discuté avec les travailleurs, ils ont mangé aux mêmes tables qu'eux, ça avait déjà posé un petit problème, mais enfin finalement ça n'avait pas fait de difficulté du tout. Ils ont mangé avec nous à la table avec les travailleurs. Et ça avait permis déjà à pas mal de gens, si tu veux, de bien comprendre ce que c'était, pourquoi les étudiants se battaient.
Dès le soir même, oui, bah, les gens étaient là. Dès le soir même, en fait, il y a eu une poussée terrible dans la boîte et à 4 heures, on a improvisé pratiquement un meeting où la décision a été prise à la majorité, enfin, on a voté pour savoir si on devait occuper l'usine le soir ou remettre. Bon, alors là, il y a eu un vote un peu délicat parce que les travailleurs n'étaient pas prêts. On avait marre, on ne savait pas exactement, on n'avait pas encore établi exactement pourquoi on voulait occuper l'usine, mais on voulait l'occuper et tout le monde voulait l'occuper. Enfin, je sais pas, que disent... quelque chose d'efficace contre le patronat qui nous brume depuis 15 ans facile et on n'avait jamais rien obtenu jusqu'à présent. On a dit, bon ben, il y a une action étudiante, on va essayer de coopérer avec eux et de faire quelque chose. Honnêtement, 8 jours avant, on n'aurait jamais pensé à occuper les boîtes. Hein. Ce qu'il y a, c'est que nationalement, ça s'occupait partout. Puis d'un seul coup, on a compris qu'occuper les usines, c'était les bloquer, c'était y être les maîtres, c'était y être les patrons, et c'était en même temps pouvoir faire à l'intérieur de la boîte, je crois qu'on l'a compris tout de suite dès le début, un petit peu ce qui s'était passé en Sorbonne et tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, ça n'a pas fait de problème. On a tout de suite décidé de cette structuration des comités de base enfin, de permettre à chacun de s'exprimer. Ce qui est formidable dans ce mouvement, c'est que les gens à l'intérieur de chaque comité de base, justement, ont appris à se connaître et à s'apprécier mutuellement. Ça s'est jamais fait avant, c'est une révolution. Il y avait une connaissance de ce qui s'est passé, enfin notamment à la Commune de Paris, et on n'a rien inventé de toute façon, je crois. Hein. Ce système fédéraliste a existé bien avant qu'on l'institue Chiron Poulenc. On n'a qu'une envie, c'est qu'ils vivent et c'est tout, quoi. Ce qui m'a semblé important dans ces comités de base, c'est que tout le monde peut s'exprimer et puis donner son avis. Qu'il n'y a pas de différence entre les gens. Et puis que ce qu'ils demandent pourra être porté par tout le monde, quoi. Ce ne sera pas simplement un ou deux gars qui défendront la cause, mais ce sera tout le comité de base. Partout, les gens se sont mis à parler, ils ont discuté de tout. Il y avait des copains d'un comité qui m'ont dit il y a quelques jours, il y a 8 jours, ils voulaient aborder les problèmes sexuels, tu vois. C'est-à-dire que le dialogue avait pu être complet, des gens qui n'avaient jamais osé parler, qui à table de se contenter de discuter de bagnole ou de week-end ou de télé, eh bien ils se sont mis à parler. Comité de base, comité de grève, comité d'action, assemblée générale, commission de faculté. 1000 foyers naissent où se formulent librement exigences et projets. Une vie politique nouvelle où l'égalité d'une discussion fonde toute hiérarchie. Chacun parle, tous sont égaux. Eh bien merci à vous Jacques Kebadian pour cet entretien sur ce film révolutionnaire, Trotsky, le premier d'une longue série, et donc on peut le découvrir sur le site des Mutins de Pangée, cinémutin.com. Voilà, bon ben, d'ailleurs vous allez assister à une très belle scène où il y a les arches. De l'ancien gendarme de l'Europe déclare qu'il désire parler à ses frères qui sont sous les armes, non pas le langage des fusils, mais celui de la solidarité internationale des travailleurs. C'est là un fait qu'on ne peut effacer de l'esprit des masses populaires de tous les pays. Tôt ou tard, ils entendront notre voix, ils viendront vers nous et nous tendront une main amie. Voilà, c'est le mélange des archives et d'Octobre. Mon souvenir serait transmis de génération en génération et éveillerait la postérité à une lutte nouvelle. Pour juger le carnaval sanglant de la Première Guerre mondiale... Alors c'est André Glucksmann qui a écrit le texte qui est très shakespearien. Le commentaire qui font qu'aujourd'hui la vieille Europe cultivée, chrétienne, ressemble tellement à une maison de fous. La jeune Russie soviétique proclame la paix des peuples, mais l'univers entier lui fait la guerre. Toutes les grandes puissances mondiales interviennent. Elles fournissent des armes, des états-majors, des soldats aussi. Le blocus économique coupe la Russie du reste du monde. La guerre, la faim, le froid feront 30 millions de morts. Pourtant, le pouvoir soviétique tiendra.